Nous allons maintenant passer à la séquence suivante avec Candela, Jean Sénélard. Alors Candela a franchi une étape majeure en sécurisant une levée de fonds de 50 millions d'euros avant Noël. Il se spécialise, et on l'a compris dans le topo de Pascal, dans les ordinateurs quantiques optiques accessibles via le cloud. Alors là aussi, c'est très concret. Candela a marqué un jalon important en installant son premier ordinateur quantique dans un data center d'OVH au mois de novembre, je crois. Et puis il y a 2 semaines, un deuxième à Sherbrooke, dans une filiale d'EDF. Jean, c'est à vous. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Juste un mot sur moi. Donc moi, j'ai commencé ma recherche avec une thèse en informatique il y a un bon moment, et puis j'ai basculé dans le privé où j'ai été dans le développement logiciel pour presque 20 ans. Et je me considère vraiment comme ingénieur. Comment transformer la recherche, comment transformer la science en un produit. Et c'est en tant que tel que je suis arrivé à Candela en charge de la production de Candela. Et c'est vraiment passionnant de voir qu'au-delà de la science, il y a toute cette technologie, tout ce qu'il faut faire pour rendre cette science disponible. Et ça, vraiment, c'est ce qui m'anime tous les jours. Et c'est ce que mon but à Candela, c'est de rendre cette technologie dans un ordinateur qu'on peut utiliser, qu'on peut rendre utile au quotidien. Alors, en 2 mots, Candela, donc on en a beaucoup parlé, donc j'en parle pas beaucoup plus. Il y a beaucoup de compétences pour faire un ordinateur quantique. Il faut des compétences en algorithmique, en semi-conducteur, en électronique, en photonique, en informatique, énormément. On a une salle blanche pour produire nos semi-conducteurs, on a une usine pour produire nos ordinateurs, et puis on a nos centres où sont les ingénieurs. Alors, Candela a été créé, comme l'a expliqué Pascal, autour de la source de photons uniques. Alors juste, je veux compléter un peu mon point de vue ingénieur. C'est quoi un photon unique? Un photon unique, c'est 10-18 watts. Donc vous imaginez que on manipule des particules qui ont des énergies de 10-18 watts. Un watt, c'est un watt-heure. Enfin, vous prenez une LED, pendant une bonne LED, une lampe, vous voyez ce que ça consomme. On est à 10 puissance moins 18. Donc on est vraiment sur des énergies minuscules et on manipule ces particules. Donc vous imaginez le challenge qu'il y a pour manipuler ces particules. Donc Candela a été créé à partir de cette source de photons unique, donc qu'on appelle brillante, parce qu'on produit des photons, ce qu'on appelle de manière déterministe, on veut pouvoir émettre des photons un par un et en avoir suffisamment pour faire des calculs. Et à partir de cette brique technologique, on a construit un ordinateur quantique qui inclut beaucoup de couches, donc la couche de semi-conducteur, mais aussi les couches d'optique pour manipuler le photon sur son chemin optique, des puces photoniques. Les photons interagissent dans des puces, un peu comme les puces silicium pour faire des semi-conducteurs, enfin électroniques. On manipule les photons dans les puces photoniques. Puis après, il faut programmer ces puces, donc des couches de compilation et des couches après de développer des algorithmes pour utiliser les couches. Tout ça, ça fait un ordinateur. On a une offre qui est assez large, où aujourd'hui, on a déjà des QPU qui sont disponibles sur le cloud. Donc, on veut vraiment que les ordinateurs soient disponibles parce que la technologie quantique, c'est fabuleux, c'est mystérieux, mais à la fois, il faut que ça soit pragmatique. Il faut qu'on puisse l'utiliser, il faut qu'on puisse mettre le doigt dessus, il faut qu'on puisse la tester. Et donc, une des premières choses que j'ai fait en arrivant à Candela, c'est rendre la technologie disponible sur un service cloud. Ça fait 1 an et demi que ça tourne. Et on est bien content, on a des utilisateurs et tout le monde peut gratuitement aller faire des calculs sur un ordinateur quantique photonique. Donc on développe aussi des algorithmes, on développe aussi des ordinateurs physiques, et je vous montrerai un peu ça, et au sein de plusieurs équipes. Alors le photon, donc après il y a beaucoup de particules pour faire des ordinateurs quantiques. Le photon, il a beaucoup d'avantages, enfin en tout cas les ordinateurs tels qu'on les fabrique, donc c'est facile à fabriquer. Enfin, on en a fabriqué 2 en 1 an, on va en fabriquer 3 cette année. C'est une ingénierie qui est, quand je dis facile, c'est pas si facile que ça, mais disons qu'on peut le faire. Ça ne demande pas 10 000 personnes, ça ne demande pas des conditions incroyables. On a des conditions de température qui sont assez... on doit être seulement à 4 Kelvin. 4 Kelvin, c'est du froid, mais c'est le froid que vous avez dans les hôpitaux dans les MRI, les
IRM, ouais, désolé. Donc c'est du froid qu'on peut trouver un peu partout, et la taille d'un cryostat, c'est un ballon de Guthrie, grosso modo, pour descendre cette température-là. Les photons ont des propriétés aussi remarquables parce que ce n'est pas exactement les mêmes particules et on peut faire des calculs un peu différents. C'est du calcul bosonique et dans lequel il y a des primitives de calcul optimisés dans lequel on peut développer des algorithmes. Je vous donne un exercice tout à l'heure. Et puis il y a une dernière approche qui est très sympathique, le photon, c'est que le photon, c'est quand même la seule particule qui peut se déplacer avec l'information quantique. Donc quand vous prendrez deux ordinateurs quantiques et que vous les connectez, il faudra que ce soit un photon unique qui porte l'information quantique entre les deux. Donc le photon est vraiment la particule d'interconnexion et on le connaît si bien parce que dans les télécoms, c'est ça qui nous permet de communiquer. Alors, un petit mot aussi sur le qubit, ce qu'on appelle le qubit photonique. Donc, le qubit matière, dont on a entendu parler, c'est des particules physiques. Un atome qui est quelque part, un spin d'un électron, quelque chose, c'est physique, vous pouvez le toucher. Donc, ça, c'est un qubit. Si vous voulez en avoir 2, 3, vous devez prendre ce petite particule et en faire 2, 3, les fabriquer. Et si vous en avez 1 million, vous allez avoir une table pleine de qubits physiques. Et ça, c'est vraiment la partie qubit matière. Le qubit photonique est différent parce qu'en fait, le qubit, c'est le photon. Et le photon, il est ce qu'on appelle flying qubit, un photon volant, un qubit volant. Et donc, en fait, il suffit d'avoir une seule source qui produit suffisamment de photons pour émettre 10, 20, 30, 50 photons de suite. Et ça me fait 50 qubits de suite. Et donc, quand le scaler, passer à l'échelle avec des photons, c'est théoriquement assez simple parce que je ne vais pas changer la brique de base. La brique de base continuera d'être cette émission de photons uniques. Et donc, je peux espérer arriver à une très grande échelle avec toujours le même générateur de qubits au cœur. Une fois que le qubit est généré, en fait, après, le photon est généré, on crée le qubit. Enfin, le qubit, c'est une abstraction mathématique, en mettant le photon dans deux modes, dans deux fibres optiques. Vous pouvez imaginer ça. S'il est dans la fibre de gauche, c'est un état 0. Si la fibre de droite, c'est un état 1. C'est ça, c'est un qubit, au sens où ce qubit, on le fait passer dans, par exemple, ce qu'on appelle une lame séparatrice d'ondes, et vous créez un état superposé, 0 plus 1, ce qui est la base du calcul. C'est ce que Pascal expliquait tout à l'heure, comment faire du calcul. Donc en fait, dans la photonique, ce qui est compliqué, c'est générer le qubit. Une fois qu'on a géré le qubit, on fait du calcul dessus, mais le calcul est tout à fait classique. Vous faites passer les photons dans une puce photonique, vous avez un calcul quantique qui est fait grâce à vos photons. Donc ça, c'est très intéressant de travailler avec des photons pour cette particularité-là. Il y a une autre particularité qui est super sympa, c'est qu'on parle de décohérence. La décohérence, c'est l'impact du monde de l'environnement sur le qubit. Il n'y a rien qui impacte un photon. Le photon, si vous voulez interférer avec un photon, vous devez être un photon exactement à la même longueur d'onde, exactement dans les mêmes conditions. Et donc, interférer avec un photon, on ne peut le faire qu'avec un photon identique, c'est-à-dire les photons que nous-mêmes on produit. Donc, le photon n'a pas de décohérence. L'état quantique ne décohère pas avec les photons. Il y a d'autres propriétés moins amusantes, par exemple le fait que les photons, ça se perd, et il faut faire qu'on perd le moins de photons possible. Aujourd'hui, donc, sur le cloud, on a un ordinateur dont le schéma est aussi simple que ça. Vous voyez une source de photons unique, ce qu'on appelle SPS, qui génère des photons un par un, qu'on fait passer dans un démultiplexeur, c'est-à-dire que ces photons qui arrivent en séquence temporelle, on les fait arriver simultanément à l'arrivée sur une puce, donc qui sont alignés spatialement. Ils passent dans une puce photonique dans laquelle il y a des calculs. On détecte les photons à l'arrivée, on calcule les corrélations qu'il y a entre les photons qui arrivent, et c'est ça le résultat de notre calcul. Donc ça, c'est ce que vous avez sur le web. Donc ça, c'est l'hardware physique. On vient de sortir un beau papier dans Nature Photonics qui explique ça. On a plus ce qui est sur le web. Aujourd'hui, il y a 8 qubits sur le web. C'est la puce Altair, c'est la seconde génération. On va sortir dans quelques mois Belenos qui aura 12 qubits, plus des avancées technologiques que je ne décris pas, que c'est un peu compliqué. Et on passe à la fin de l'année, en début de l'année prochaine, sur la prochaine génération qui va utiliser des sources de photons intriquées. Donc on va générer non seulement des photons un par un, mais ces photons vont arriver déjà pré-intriqués dans le calcul photonique, et ce qui va permettre un gain dans les algorithmes derrière. Ce qui est très sympathique aussi d'être sur le web, d'être sur le cloud, d'être ouvert, c'est que vous pouvez benchmarker. Aujourd'hui, on est très content d'avoir pu comparer les calculs qu'on peut faire avec les plateformes qui sont sur le web. Vous pouvez comparer avec IBM, avec Rigetti, avec IonQ, qui sont des géants américains, et vous faites les mêmes calculs et vous comparez la fidélité. Les ordinateurs quantiques sont encore dans des phases de maturité faibles, et donc ce qui est très important, c'est pouvoir se comparer avec les autres technologies. Donc ça, c'est ouvert, tout le monde peut se créer un compte chez nous et aller faire des calculs, et puis faire les mêmes calculs sur les autres plateformes, et on est plutôt content de voir qu'on est assez bon par rapport aux supraconducteurs. IonQ, qui fait des ions piégés,
ont des fidélités incroyables, mais nous, on est un bon équilibre, en tout cas en fidélité des portes qu'on peut appliquer. Quand je parlais production, il y a aussi la partie de production physique. Donc ça, c'est le dernier ordinateur qu'on a délivré il y a 2 semaines au Canada. Ça ressemble à ça, un ordinateur de Candela. Donc c'est ce rack bleu, un peu emblématique, dans lequel vous voyez en bas, il y a la place pour avoir un cryostat. Il y a toute la couche de manipulation électronique. Dans le cryostat, il y a les détecteurs et il y a la source de photons uniques. Il y a toute la partie optique, la partie électronique, une lame de calcul standard. Et à côté, vous avez un ordinateur qui lui permet de faire les calculs, qui permet de contrôler tout l'ordinateur. Donc on en a sorti 2 pour 2 cas d'utilisation un peu différents. On va en sortir 3 cette année. Nous, on pense que c'est très important de sortir et de mettre à disposition cette technologie. C'est en la mettant à disposition qu'on pourra confronter aux cas d'utilisation. Pourquoi ? Parce qu'on cherche à être ce qu'on appelle utile. L'ordinateur, aujourd'hui, on ne prétend pas avoir une suprématie, mais par contre, il faut être utile. À quoi peut servir cet ordinateur ? Donc, quand on regarde un peu l'évolution et un peu où se situent les ordinateurs quantiques, Pascal l'a un peu illustré, mais il y a 2 zones. Il y a la zone, ce qu'on appelle noisy, c'est NISC, c'est la zone où les ordinateurs sont bruités, ils sont de petite taille. C'est l'ère dans lequel on est aujourd'hui. Il y a l'ère dans lequel on aura des ordinateurs illimités de taille avec 10 000 qubits, 20 000 qubits, 100 000 qubits logiques. Ça, c'est ce qu'on appelle fault tolerant. Entre les deux, on est tous en train de chercher ce qu'on appelle la zone d'utilité. Comment utiliser l'ordinateur d'aujourd'hui pour avoir des applications utiles. Donc la seconde partie de l'application de mon rôle à Candela, c'est aussi de produire des applications. Donc j'ai des équipes d'ingénieurs d'applications qui vont produire des algorithmes qui permettent de résoudre un certain nombre de problèmes. VQE, par exemple, c'est tout ce qui est pour les molécules chimiques. On cherche l'état de base d'énergie d'une molécule ou d'un système compliqué. Il y a une propriété aussi remarquable des systèmes quantiques, c'est que ça peut générer des nombres aléatoires certifiés, ce qui n'est pas possible classiquement. Classiquement, vous pouvez toujours prédire un nombre aléatoire si vous avez tous les paramètres autour. Un système quantique, c'est le prix Nobel de Alain Aspect, peut générer des nombres de manière complètement aléatoire. Et ça, c'est une propriété qui est très intéressante en cryptographie, par exemple. Il y a d'autres types de problèmes, et je ne vais pas entrer dans ces détails-là, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que autour de nous, on a des problèmes en permanence. Donc moi, j'ai beaucoup enseigné en informatique, et vous savez, il y a des classes de problèmes qu'on appelle des problèmes NP ou NP complets. C'est des problèmes auxquels, malheureusement, on se confronte tous les jours, on ne le sait pas. Enfin, par exemple, trouver l'itinéraire le plus simple pour aller d'un point A à un point B. Il n'y a pas de solution qui soit simple à ces problèmes-là. C'est des problèmes NP pour lesquels on a des bonnes approximations, mais on n'a pas de bonne solution. Par exemple, si vous voulez aussi comparer 2 graphes, un graphe avec 10 000 points avec un autre graphe avec 10 000 points, sont-ils identiques ? C'est extrêmement compliqué à comparer ces 2 problèmes. Et ce qui est intéressant, c'est que le calcul quantique apporte des primitives dédiées, spécialisées, qui permettent de résoudre certains de ces problèmes. Alors, pas n'importe quel problème, Pascal l'a illustré. Par exemple, faire une addition toute simple, on sait le faire sur un ordinateur quantique, mais c'est un gâchis de ressources énorme. Alors que, par exemple, comparer 2 graphes, ce qu'on appelle graph isomorphism, en particulier en photonique, c'est une opération gratuite. Nativement, le calcul bosonique fait ce type de calcul. Et donc c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on arrive à développer des algorithmes qui répondent à des problématiques très très particulières. Et puis après, on prend ces algorithmes, on les intègre dans des applications plus larges de calcul, de recherche d'itinéraire. Par exemple, vous avez entendu parler du problématique du voyageur de commerce, qui est un autre problème très compliqué. C'est un autre problème que les ordinateurs quantiques savent résoudre en temps fini. Juste pour citer quelques use cases, mais on a déjà parlé beaucoup de use cases, ce qui est important aujourd'hui, c'est de trouver les cas d'utilisation. Donc nous, on développe des algorithmes, mais après, pour que ça soit confronté au réel, il faut trouver des cas d'utilisation. Donc on a eu des cas d'utilisation, par exemple, sur les solutions d'équations différentielles avec l'ONERA, des problèmes très intéressants avec EDF sur l'étude des failles dans des barrages où peuvent se trouver une faille. Alors, c'est des problèmes qui, de manière mécanique, peuvent se trouver. On fait des mèches qui permettent de représenter les barrages et puis on fait les calculs de contraintes sur ces mèches. Le problème, c'est quand vous parlez d'un barrage, vous avez des structures qui font quelques kilomètres de long, quelques centaines de mètres de haut. Donc, la taille des mèches, ça sera des dizaines, voire des cinquantaines de mètres pour chaque mèche. Et à cette taille-là, vous allez louper les petites failles que vous trouvez. Même problématique dans les réacteurs nucléaires. C'est là où le quantique peut apporter des solutions en identifiant des zones dans lesquelles on peut avoir des problèmes, et puis après on applique les approches classiques. Un autre cas d'utilisation, je vous ai parlé de la génération de nombres aléatoires, c'est le cas d'utilisation pour lequel OVH a acheté un ordinateur.
Problème autour des molécules chimiques, classification de molécules chimiques, et on a travaillé avec Alisophile, une société strasbourgeoise qui travaille sur les algorithmes autour des molécules. Un autre cas d'utilisation très intéressant, c'est trouver, quand vous voulez contrôler une cohorte de drones, c'est très compliqué, c'est un problème aussi d'ANP complet, et là on peut développer des algorithmes qui aident à faire ça. Et je termine dessus, juste pour terminer, donc, je vous ai parlé produire des ordinateurs, donc il y a des enjeux technologiques incroyables. Après, il faut les utiliser. Et c'est là où vraiment, nous, on recherche, et je suis très content d'avoir cette opportunité de vous parler et que vous ayez toute cette immersion dans le monde du quantique, parce qu'on a des besoins en algorithme quantique un peu partout. Et c'est le moment. C'est le moment de passer à l'échelle, de se dire, mais est-ce que je ne pourrais pas trouver une application ? Ce que je peux vous promettre, c'est que vous n'aurez pas quelque chose qui va vous résoudre un problème complet de taille réelle aujourd'hui. Ce n'est pas possible, il n'y a aucun ordinateur au monde quantique qui peut le faire. Par contre, vous pourrez peut-être vous dire, avec ce type d'approche, je peux mieux gérer ça, et peut-être que dans 5 ans, 10 ans, je ferai 20% de productivité ici, où je résoudrai des problèmes auxquels je ne pensais pas. Parce qu'il faut penser que le quantique, ça ne va pas juste apporter une brique qui optimise les calculs qu'on sait faire, mais ça va être aussi apporter des briques pour des calculs auxquels on ne pense pas. Pensez à ChatGPT, le transformer. J'étais un peu au cœur du développement de transformer en 2018. Aujourd'hui, il y a ChatGPT. Personne ne pouvait penser que ChatGPT allait sortir. L'ordinateur quantique, c'est pareil. Ça va nous sortir des applications auxquelles on ne pense pas aujourd'hui, par ces nouvelles capacités de calcul. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jean. On a maintenant une petite séquence de questions-réponses avec Franck. Voilà. Alors, on a eu pas mal de questions. Alors, certaines ont été la première qui a eu plus de votes. Vous avez déjà un peu répondu sur les cas d'usage. Mais il y a un point, c'est quel est votre business model ? Alors, tous les deux, c'est pas encore là, même si Pascal dit vous en vendez déjà. Sur le cloud, est-ce que vous vendez du hardware ? Vous vendez uniquement du service ? Comment s'organise aujourd'hui votre façon de commercialiser vos solutions ? Si Christophe, tu veux commencer. Oui. Alors, très basiquement, comme nous, effectivement, notre objectif, c'est de vendre des ordinateurs et que ce n'est pas des ordinateurs très bon marché. Évidemment, il faut qu'on trouve des clients en capacité, de pouvoir investir dans ce genre de technologie, mais l'enjeu, il n'est pas forcément là, il est à quoi ça va servir. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce mix entre comment est-ce qu'on accompagne nos clients dans l'élaboration de cas d'usage, couplé effectivement à de la vente de technologie qui est plutôt basée aujourd'hui sur la vente de machines. Voilà, c'est peut-être là où donc évidemment pour nous le service c'est la première partie, on veut aider les sociétés à entrer dans la transformation quantique. Donc ça c'est la première partie de notre business model. La deuxième partie, il y a un peu une différence avec Pascal ici, c'est qu'on pense plus maintenant à vendre la solution comme une offre sur le cloud. Un ordinateur quantique ça reste compliqué, dur à fabriquer. Et même quand vous l'avez installé, après il faut le maintenir. C'est des conditions opérationnelles qui sont compliquées. Donc c'est plus des environnements de type cloud que des environnements de type chez vous, dans votre société. Donc nous on est plus en train de se dire on va mettre à disposition sur le cloud et vendre des services sur le cloud. Donc c'est plus notre approche aujourd'hui. D'accord. Alors une autre question sur le temps d'évangélisation de vos clients prospects. La montée en compétence de ces derniers, Christophe, tu évoquais tout à l'heure que c'est toute une partie aussi de votre côté de faire des explications. On voit que ce n'est pas si simple que ça. Et comment aujourd'hui vos clients passent de use case un peu classiques à pouvoir créer des algorithmes pour des use cases avec un ordinateur quantique ? Alors, entre le moment où on partage des idées de collaboration ou de cas d'usage et l'implémentation sur des machines, il se passe en général entre 12 et 18 mois. Parce qu'il y a aussi un temps incompressible pour nos partenaires ou clients de comprendre la technologie et de savoir ce qu'on peut faire et surtout ce qu'on ne peut pas faire. Et donc ce temps-là est extrêmement important. Et ce qu'on est en train, nous aussi, de développer à Pascal, c'est qu'on le sait que des ressources, des gens qui connaissent la physique quantique sont extrêmement rares aujourd'hui. Donc on essaye de voir comment est-ce qu'on peut attirer plutôt des data engineers ou des gens qui ont fait de l'intelligence artificielle et de les amener progressivement à du développement quantique algorithmique. C'est pour ça qu'on développe un certain nombre de couches logicielles pour justement faciliter cette adoption. Et pour compléter, donc c'est une même problématique. Pour compléter, je pense que nous, on investit aussi beaucoup dans la formation universitaire. On organise des hackathons
pour cette sensibilisation qui est vraiment importante. Après, donc, un cas, c'est long. Des fois, on pousse vers des petits POC où on dit, en quelques semaines, on va vous développer une petite preuve de concept de quelque chose. Alors peut-être que ça tournera seulement sur quelques qubits, mais au moins, on donne une direction. Donc on essaye d'être assez ouvert à toutes les opportunités pour se dire, mais de toute façon, au bout du compte, ce qui est important, c'est penser à faire le premier pas dans cette transformation quantique. D'accord. Alors une question sur, on parlait tout à l'heure, Jean, de décohérence. La différence entre un qubit logique et un qubit physique, et comment font les chercheurs pour essayer de garder une cohérence la plus longue possible? Alors, je vais commencer juste le question du côté technologie. Le qubit logique, c'est une abstraction mathématique, en fait. Le qubit logique, ça n'existe pas. Le qubit logique, c'est simplement dire je manipule un objet qui lui-même va être composé de n qubits physiques derrière et sur lequel je peux faire des opérations. Donc, toutes les technologies vont arriver au qubit logique en disant j'ai mis suffisamment d'atomes derrière ou de photons ou des répétitions dans l'information que je mets pour manipuler un code sur lequel je sais qu'il n'y aura pas d'erreur. Et donc, ce qu'on appelle fault tolerant, c'est ça ce qu'on appelle un qubit logique. Donc, c'est vraiment c'est un passage à une abstraction mathématique. D'accord. Donc, c'est avoir plusieurs bits physiques pour essayer d'en avoir un qui est juste et qu'on appelle bit logique. Exactement. Et si je peux compléter, c'est pour ça que effectivement on est aussi dans cette démarche de R&D, mais on sait aussi que, et Pascal l'a rappelé en introduction, aujourd'hui une machine Pascal est une machine analogique, donc qui permet de faire un certain nombre de choses. On s'est amusé d'ailleurs à faire la corrélation entre le nombre de qubits physique ou logique qu'il faudrait pour avoir l'équivalent de ce qu'on est capable de faire en analogique. On est à peu près sur l'ordre du million de qubits. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on sait que notre machine est capable de faire un certain nombre de choses. On sait qu'elle est capable de ne pas faire aussi un certain nombre de choses. Et c'est ça qui est important aujourd'hui de voir, puisqu'il y a des technologies qui seront plus ou moins bonnes en fonction des cas d'usage qu'on lui présentera. Oui, je rebondir parce que c'est important ce que tu dis, Christophe. C'est en fait tout le monde a le Graal de ce qubit logique sur lequel on fera des portes logiques, parce qu'on est un peu formaté par l'électronique en fait d'une certaine manière. Il y a plein de calculs que les photons peuvent faire ou les atomes, les ordinateurs analogiques peuvent faire, qui n'ont pas besoin de qubit logique, qui sont faits naturellement par la nature. Et il faut juste exploiter cette force de la nature pour sortir un algorithme. Donc des fois, on n'a pas besoin du qubit logique. Alors Christophe, tu as suscité un peu d'intérêt quand tu as dit que ton ordinateur n'était pas donné. Donc il y a beaucoup de questions. Ça vaut combien? Alors, vous imaginez bien que je ne vais pas pouvoir vous détailler ici le prix d'un ordinateur Pascal. Ce qui est certain, c'est que la notion de ROI aujourd'hui n'existe pas dans le calcul quantique. Donc je serais évidemment très, très heureux de pouvoir engager une discussion sur ce sujet-là avec vous. Mais voilà, c'est pour ça aussi qu'on pousse beaucoup et qu'on a été très content que le GENSI nous fasse confiance pour mettre à disposition de l'écosystème R&D académique une machine qui sera prête là courant de l'année, qui permet justement d'attendre et pas forcément d'investir tout de suite dans une machine Pascal. Mais voilà. Alors peut-être une question pour Jean, qui était ingénieur informatique. Il y a des questions de dire quels sont les nouveaux métiers demain pour les ingénieurs avec l'arrivée des ordinateurs quantiques. S'il y en a qui veulent se spécialiser dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors c'est compliqué. Enfin, le métier le plus passionnant aujourd'hui, c'est de trouver enfin plus passionnant. Tout est passionnant, mais le métier pour un ingénieur informatique, ça sera développer des applications sur le quantique et arriver à trouver. Vous savez, toujours je reparle sur les algorithmes, mais ça me passionne un peu. Il y a énormément de problèmes aujourd'hui classiques pour lesquels on sait que c'est dur, mais on n'est pas capable de prouver que c'est dur. Par exemple, même le problème du voyageur de commerce, il n'est pas prouvé aujourd'hui qu'on ne peut pas le résoudre en temps polynomial. Et donc, il y a toute cette recherche en algorithmique qui n'a jamais cessé et qui va être relancée par l'activité quantique. Et ça, c'est fabuleux parce qu'on a un nouvel outil et peut-être que grâce à ça, on va réussir à résoudre ces problèmes. Nous, on cherche des mathématiciens et des, voilà, et des gens qui ont fait du machine learning. Donc, c'est ça les gens qu'on cherche aujourd'hui. Pas pour la machine, pour faire les développements des cas d'usage. Exactement. Très bien, merci encore une fois à tous les deux.